bien, bonjour pour cette toute première table ronde chez Erudicio. Nous sommes heureux de vous accueillir. Et notre premier sujet va être le télétravail. Mais avant tout, je vais vous expliquer le concept de cette table ronde que vous retrouverez donc tous les mois. Et cette table ronde sera suivie donc en début de mois pour cette première table ronde, puis elle sera suivie chaque semaine d'un webinaire d'un des participants qui aura participé, peu répétitif, désolé, à la table ronde. Voilà. Et donc, pour cette première table ronde, comme je vous ai dit, nous avons choisi le sujet du télétravail. Alors, pour vous expliquer un petit peu dans quel cadre est cette table ronde, nous avons créé donc une entreprise, Vianney et moi, qui est mon compagnon dans la vie comme dans le travail. Nous avons créé Erudicio. Erudicio qui est donc qui travaille avec des professionnels de l'ergonomie que vous allez rencontrer très rapidement, qui travaille aussi avec des professionnels du juridique, du coaching et pas que. On vous laisse la surprise pour les prochaines tables rondes. Donc moi je suis Stéphanie Rouault, donc la cofondatrice avec Vianney Desserpris. J'ai dans mon expérience plus de 20 ans d'entreprise de télécom, en tant que chef de projet, en tant que responsable personnel de compte ou service delivery manager, entre autres. Et suite à un burn-out, et même je présentais un burn-out, et bien, je me suis lancée dans le coaching. Donc aujourd'hui, voilà, je suis coach individuel et coach de groupe. Et dans ce cadre-là, parce qu'on est certain que l'entreprise va être essentielle pour tout à chacun, il suffit juste d'avoir voilà, des bons conseils. On souhaite vous apporter le maximum de conseils et c'est un des buts de cette table ronde. Car aujourd'hui, entrepreneurs, c'est pas simple pour eux. Les salariés, les managers dans les entreprises, voilà, on a besoin d'être orienté, de retrouver des bases saines, tout simplement. Donc, même cette table ronde, je ne l'anime pas toute seule, loin de là. Je l'anime aussi avec Laurent Rocher, qui est une personne extra, et vous allez vous les découvrir par vous-même. Eh bien, c'est tout simple. Je vais laisser la main à Laurent Roger. À toi, Laurent. Merci Stéphanie, ça me met un peu la pression d'emblée, tu es une personne extra. Donc moi je vais me présenter en quelques mots et puis après j'aurai la lourde tâche, mais très agréable tâche de présenter l'ensemble des intervenants, des participants à cette table ronde. Donc je m'appelle Laurent Roger, je suis psychosociologue et coach. Et donc, j'ai travaillé 10 ans dans le cadre de la politique de la ville, puis j'ai cofondé et géré et fait l'ouvrier dans une entreprise de métallerie, une TPE. On était trois associés. Et par la suite, ma troisième vie professionnelle, c'est effectivement l'accompagnement professionnel, socio-professionnel, le coaching, que je pratique depuis une dizaine d'années. Voilà, pour une présentation, je pense que ça suffit pour le moment, puisqu'aujourd'hui, je suis plus là en animateur, en co-animateur avec toi, Stéphanie, de cette table ronde à laquelle je suis ravi de participer. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Donc, je vais peut-être enchaîner directement avec la présentation des différents intervenants qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les dames. Hein, ça me paraît indiqué. Vas-y, avec plaisir. Audrey Coste, tu es fondatrice et dirigeante de la société PartnerH. Tout à fait. Titulaire d'un master en droit social et ressources humaines, tu as occupé des postes de responsable ressources humaines chez plusieurs employeurs de divers secteurs économiques, tels que l'industrie pharmaceutique, la papeterie ou encore l'ameublement. Il y a un peu plus d'un an, tu as fondé la société PartnerH, au sein de laquelle tu exerces ton métier de directrice des ressources humaines en temps partagé. C'est-à-dire que tu proposes tes compétences et tes services à des entreprises à taille humaine, principalement des PME. Exactement. Super. Enfin, tu es également formatrice et coach certifiée, domaine d'activité que tu pratiques également au sein de PartnerH. Tu as un petit adage, tu as coutume de te présenter comme DRH H, c'est-à-dire directrice des ressources humaines
humaniste, parce que tu considères et tu as expérimenté au cours de ton expérience, de ton parcours, que l'écoute et la volonté d'entrer dans un véritable échange permettent de trouver des solutions satisfaisantes pour tous, d'où ce deuxième H à DRH. Tout à fait. Merci, Laurent. Merci, Audrey. Ravi d'être avec vous. Mais également ravi de t'accueillir. Elisabeth Ayala, tu es ergonome et IPRP. J'en dirai un petit peu plus sur IPRP tout à l'heure. Tu as réalisé la quasi-totalité de ta carrière au sein d'une entreprise de téléphonie française où tu as occupé plusieurs postes. Parallèlement à tes fonctions, tu t'es investi pendant 10 ans comme élu au CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et au comité d'entreprise. À ce titre, tu as traité diverses problématiques liées aux conditions de travail de tes collègues. Tu es également à l'initiative de la mise en place du télétravail pour les personnes en situation de handicap dans ton entreprise. J'ai perdu ma ligne. Ça va revenir. Voilà, notons donc que cet accord a été conclu effectivement en 2010, c'est-à-dire bien avant le télétravail forcé que nous avons subi en 2020. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas encore forcément très répandu. Donc, c'est ainsi que tu t'es intéressé à l'ergonomie jusqu'à te former et obtenir un master en psychologie du travail, ergonomie et santé au travail. Tu exerces à présent le métier d'ergonome en indépendant. Tu es également IPRP, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire intervenante en prévention des risques professionnels. Et à ce titre, tu apportes une expertise aux entreprises qui font appel à tes services. Un adage, ou plutôt une citation que tu empruntes à Louis Aragon, c'est par le travail que l'homme se transforme, ce à quoi tu ajoutes, œuvrons pour un travail plus adapté. C'est correct? Super. Merci à toi. Merci à tous de m'accueillir aussi. Merci. Puisque nous sommes sur la thématique de l'ergonomie, je vais enchaîner avec Laurent Elmedioni. Alors, on est deux Laurent, donc ça peut parfois peut-être bugger tout à l'heure. On ne saura pas forcément à qui on parle. Laurent Elmedioni, tu es ergonome. Tu as plusieurs spécialités, notamment la santé au travail et encore plus particulièrement le handicap, l'analyse de l'activité et l'ergonomie de l'architecture. Peut-être que tu seras amené à un moment à nous en dire un petit peu plus sur ces spécialités au cours de la table ronde. Avec plaisir. Ton parcours, tu as fait des études en fabrication textile et tu as eu un parcours d'une quinzaine d'années dans ce domaine-là, à la fois dans la grande distribution, comme technicien en industrie et puis technico-commercial en tissu technique. Assez particulier. Et puis en 1996, tu as fait un virage vers le social et le handicap, plus particulièrement le handicap. Tu as repris des études, en l'occurrence une licence de psychologie clinique et analytique, et puis tu as continué avec un DESS en ergonomie, le tout entre 1996 et 2003. Pendant cette période, tu as travaillé en ESAT pendant plus de 7 ans, et depuis 2003, tu œuvres comme ergonome en santé au travail, dans un centre de médecine du travail, et également comme indépendant dans le cadre du cabinet que tu as créé, en l'occurrence Ergo Synergie. Ton adage, c'est plutôt un slogan, le slogan de ton cabinet, qui est « Votre travail, notre métier », ce qui résume très bien l'ergonomie. Merci pour cette présentation, Laurent. C'est correct, super. Je te remercie. Merci à tous pour cet accueil et ce partage de pluricompétences. Avec plaisir. C'est un peu l'ADN d'Eruditio, mais Stéphanie en parlerait mieux que moi, parce qu'elle a déjà fait un peu fait. Et puis, notre dernier intervenant, alors Vianney Desserpris, effectivement, qui est là à la fois comme cofondateur d'Eruditio, mais aujourd'hui, davantage comme chef de projet et entrepreneur. Après des études en commerce et en informatique, Vianney, tu as réalisé la majorité de ton parcours professionnel comme chef de projet dans diverses entreprises. Tes missions t'ont amené à travailler directement sur les outils informatiques, réseaux et télécommunications, d'une part, mais aussi sur l'amélioration des méthodes de gestion de projet.
En 2017, tu as créé IT & Co, une société de services informatiques et télécoms qui propose un large panel de prestations pour les entreprises et les collectivités locales. En 2019, tu es donc devenu cofondateur et président d'Eruditio, cabinet de conseil aux entreprises et organismes de formation, comme Stéphanie nous l'a spécifié tout à l'heure. Tu as une caractéristique assez impressionnante, je dois l'avouer, pour te côtoyer depuis quelques mois. C'est que tu es un très grand lecteur d'ouvrages de toutes sortes et ce que j'appellerais un boulimique de l'apprentissage dans les nombreux domaines qui t'intéressent. On ne va pas les lister ici, ça nous prendrait pratiquement toute la table ronde. Une autre précision, donc à l'occasion de cette table ronde, tu vas porter effectivement une double casquette, comme je le disais, à la fois celle de président d'Eruditio et puis celle du manager. C'était important pour cette thématique de cette première table ronde que nous avons intitulée « Télétravailler en 2021, comment passer du télétravail confiné au télétravail confirmé ?» Donc faire un peu le bilan de l'année 2020 et des années précédentes, et puis les perspectives pour 2021. Donc, tu es là aussi en tant que manager, parce que c'est une dimension très importante de l'entreprise, et nous devions effectivement d'avoir une personne qui représente cette fonction de l'entreprise. Donc, voilà, tu as une double casquette aujourd'hui. Merci pour la présentation, Laurent. Avec plaisir. Les présentations étaient un petit peu longues, mais c'est important pour les personnes qui vont nous suivre ou qui sont en train de nous suivre de savoir qui parle de quel endroit, de quel point de vue. Voilà, c'est pourquoi nous avons préféré faire une présentation peut-être un petit peu longue, mais qui est claire sur l'identité de chacun des participants. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour ces investigations et puis pour avoir voilà, si bien représenté nos super intervenants aujourd'hui. Eh bien, je vais vous proposer, en effet, déjà de vous expliquer le contexte. Alors, juste avant de vous expliquer le contexte, quand même, pour les prochains mois, on vous propose, suite à une super idée d'Elisabeth, eh bien voilà, qui est un de nos auditeurs, j'allais dire, un peu présomptueux, mais bon, voilà, une des personnes qui nous écoute, l'un d'entre vous, qui vient nous rejoindre. On se rencontrera via Zoom ou autre, on verra ce qui est possible, peu de temps avant. Et puis après, ben voilà, vous vous joindrez dans notre Zoom, dans notre table ronde, pour tout simplement pouvoir participer et interagir avec nous. Ce que je vous propose, eh bien, c'est que l'on commence. Et donc, pour commencer, tout simplement, je vais remercier le travail de Laurent, présenter le contexte. En effet, comme l'a dit précédemment Laurent, le télétravail, pour moi, l'avoir testé, pour moi, l'avoir utilisé, a commencé bien avant le confinement. 2010 ou quelques années après pour l'entreprise que je connais. Et donc aujourd'hui, en effet, du moins l'année dernière, le confinement a été un passage obligé. Mais avant ça, juste avant, ces dernières années, le télétravail en France a beaucoup évolué. Jusqu'en 2017, le terme de télétravail désignait uniquement le télétravail régulier. Il y avait des accords, des choses étaient signées entre des contrats étaient signés entre les entreprises et les salariés qui pouvaient y bénéficier. C'était quelques jours et très organisé, quelques jours par semaine. Et puis, en 2017, le Code du travail a changé. Le Code du travail s'est élargi et la notion du télétravail est devenue occasionnelle. Ce n'était plus, en effet, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tant de jours déjà d'établis, mais voilà, ça a ouvert le champ, ça a ouvert les possibles. Et puis, en 2019, en 2020, plus exactement, en 2020, en effet, les choses se sont bouleversées, se sont précipitées, et là, il a fallu réagir au Covid, au stress Covid, et nous voici avoir mis en urgence pour certaines entreprises en place le confinement
et donc le télétravail. Et maintenant, bien voilà, essayons de revenir, on souhaite vraiment revenir sur un petit peu un bilan, et puis finalement, comment l'utiliser, le rendre utile pleinement aujourd'hui à chacun de nous, et comment vous pouvez l'utiliser dans vos entreprises et le rendre, osons dire, essayer de le rendre une chance, voilà, essayer de le rendre positif, parce que ça peut l'être, peut-être pas pour tous, mais voilà, on essaie d'avoir le meilleur qu'il soit possible. Eh bien, pour commencer, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de demander à Audrey si elle peut nous transmettre une définition. Alors, Laurent dirait plus exactement une définition officielle, juridique du télétravail. Eh bien, Audrey, je te propose de te laisser la main. Oui, merci. Alors effectivement, il existe une définition officielle, dans le sens où elle est codifiée, présente dans notre code du travail, du télétravail, qui est désignée comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors ses locaux, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Voilà ce que dit le Code du travail. Autrement dit, pour être plus clair et plus synthétique, il y a 3 éléments qui sont constitutifs dans le télétravail. C'est le fait d'utiliser des technologies de l'information et de la communication, que ce travail s'exerce en dehors de l'entreprise, mais qu'il ait pu être exercé dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'on oppose toujours aujourd'hui le télétravail à ce que l'on appelle le travail à domicile, qui peut habituellement être fait au domicile du salarié, comme, si je dois prendre un exemple, des travaux manuels comme des travaux de couture. On parlera alors de travail à domicile et on sera soumis à une réglementation qui sera différente. Et comme tu le disais très justement, Stéphanie, le grand changement qui a été introduit en 2017 par l'ordonnance Macron, ça a été de dire que le télétravail maintenant pouvait être permanent, ordinaire, mais pouvait également être occasionnel. Et après, si on rentre donc dans les éléments concrets de mise en œuvre du télétravail, bien sûr, le travail peut être fait au domicile du salarié, mais également dans tout autre lieu, en tout autre tiers-lieu qui ne serait ni l'entreprise, ni le domicile du salarié. L'exemple le type sont les espaces de coworking qu'on voit fleurir un peu partout et qui peuvent être, sans aller trop loin dans le déroulé de ce qu'on pourra présenter à l'avenir, mais une solution médiane entre un travail à domicile qui peut représenter parfois certains inconvénients et un travail dans l'entreprise classique. Super, super, merci beaucoup. Alors donc, du coup, en effet, je vois 3 points. Vraiment, tout ce qui est technique, informatique, tout ce qui est en fait… et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû finir par ce point-là. Un autre point, c'est ce qu'on réalise en entreprise, pouvoir le réaliser à l'extérieur de l'entreprise. Et le 3e point, que finalement, ce lieu soit celui où le salarié souhaite travailler. Exactement. Avoir ses accès, qu'il soit responsable de ce lieu. Exactement. Alors, ce que je vais proposer pour entendre aussi nos ergonomes, et puis après, je reviens vers toi avec bonheur et surtout t'interviens s'il y a besoin, c'est reprendre ce premier point finalement, ce côté technique, ce côté informatique. Laurent, Elisabeth, la main est à vous. Dites-nous en plus, qu'est-ce qu'il faut pour travailler ? Alors pour travailler en espace de coworking, à la maison, pour faire du télétravail, il va nous falloir les outils. C'est ce que disait Audrey, il va nous falloir les outils. Il va falloir reproduire le travail que nous faisons dans l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Et il est clair que si la personne a besoin d'accéder à des informations, dans une application qui est propre à l'entreprise. Si elle a besoin de ces éléments pour avancer sur ses dossiers et qu'elle ne peut pas le faire de chez elle ou d'un espace de coworking ou de quelque endroit, quelque tiers-lieu que ce soit, le télétravail ne sera pas envisageable. Ouais, il faut bien insister là-dessus. Et c'est toute la notion dont on entend parler d'emploi télétravaillable ou pas.
hein, et qui est actuellement dans on en entend beaucoup parler pour la mise en place d'accords dont Audrey va certainement nous parler par la suite, mais dans ce qui se dessine dans la mise en place du télétravail d'aujourd'hui, voire demain. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Elisabeth, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, en fait, toute la difficulté justement de reproduire un environnement qui avait déjà été aménagé et pensé dans l'entreprise, le reproduire pas forcément l'identique parce qu'on n'a forcément pas les moyens d'avoir un endroit pour travailler comme dans l'entreprise, chez soi ou en coworking. Voilà. Donc, c'est toute la difficulté justement pour pouvoir reproduire les mêmes conditions, à la fois informatique, en termes d'outils de travail et d'aménagement en tant que meuble, en fait, en tant qu'aménagement physique. Voilà. Alors justement, on va revenir sur ce point plus longuement tout à l'heure, avec plaisir. Ce que je vais proposer maintenant, c'est revenir auprès d'Audrey, parce que justement, ce que nous a dit Laurent, il nous a dit un emploi télétravaillable ou pas. Alors, pour tout vous dire, j'ai eu un petit message qui est arrivé et qui va tout à fait dans ce sens. Donc, Audrey, déjà, première question, ben oui, qui peut travailler? Qu'est-ce qu'un emploi télétravaillable ou pas? Et après, on te demandera des chiffres, s'il y a des chiffres. Ah. Alors effectivement, c'est une lapalissade, mais bon, ça fait du bien parfois de rappeler ces principes fondamentaux. Tout emploi n'est pas télétravaillable. Effectivement, un ouvrier sur une chaîne de production ne peut pas télétravailler. Son travail, il doit le faire au sein de l'entreprise, il ne peut pas l'exporter chez lui. Et quand bien même le pourrait-il, à condition d'avoir une machine qui transporte chez lui, on ne serait pas dans l'utilisation, comme on le disait, des technologies de l'information et de la communication. Alors des chiffres, tu demandes, sur les postes qui sont télétravaillables. En l'état, on n'en aura pas qui seront transmis, ou du moins pas des chiffres qui seraient qualitatifs, dans le sens où, alors des chiffres, on en a vu foisonner dans tous les sens. Tous les jours, on nous abreuve de chiffres sur le sujet. Il faut les prendre avec un peu de recul, dans le sens où généralement les enquêtes, elles sont réalisées dans les grosses structures. Structures dans lesquelles il y a pas mal de postes d'encadrement qui, par définition, sont des postes qui sont beaucoup plus facilement télétravaillables, sur le principe, j'entends, que par exemple dans l'industrie. Si je reprends l'exemple de mes ouvriers de production ou dans le commerce, un vendeur ne peut pas télétravailler. Ça paraît un peu compliqué. Néanmoins, pour revenir, parce que c'est la question du jour de cette table ronde, de faire un bilan de ce qu'a pu apporter la période de confinement par rapport au télétravail, on constate quand même qu'il y a une augmentation des emplois qui sont télétravaillables, comme quelque chose qui se serait un verrou qui aurait sauté du fait de la crise sanitaire et de l'obligation qui a été faite de trouver des solutions pour protéger la santé des travailleurs pendant la première période de confinement, et des postes ou des secteurs d'activité dont on estimait qu'ils ne pouvaient pas avoir accès au télétravail, aujourd'hui accèdent au télétravail. Si je dois donner un chiffre, dans la production et la logistique, par exemple, le nombre de postes en télétravail a triplé pendant la période de confinement. On était à un petit peu plus de 10%, on est passé à plus du tiers pendant la période de confinement. Dans des secteurs dont on se demande au départ comment est-ce qu'on peut appliquer le télétravail, en prod ou en logistique. Ça répond à la question. Ah mais complètement, merci Audrey. Ça va alors. Merci beaucoup. Alors justement là, Audrey nous a parlé, Vianney, je vais revenir vers toi, déjà te présenter. Vianney donc, nous a parlé de postes d'encadrement, de postes logistiques, et après on reviendra sur, auprès de Laurent et auprès d'Elisabeth. Donc le poste d'encadrement, comment on vit aujourd'hui avec voilà, ces changements qui, maintenant ça fait un an au moins, en tant que manager, en tant que responsable de project manager, comment ça se passe?
Ça se passe bien, bien, mais évidemment, l'élément qui manque le plus, c'est vraiment la partie contact humain. Et du coup, en tant que manager, la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de s'assurer que ces équipes vont bien. Il y a un problème de distance, d'autant plus que dans certains cas, la visio n'est même pas possible. C'est-à-dire qu'on fonctionne uniquement par entretien audio. Pour des problèmes de bande passante, c'est de l'informatique. Mais ça nécessite de la part des managers, effectivement, de se concentrer beaucoup plus sur le ressenti des équipes, d'être proche sans être trop intrusif. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte et qui ne sont pas, enfin, les managers aujourd'hui, euh, je pense, enfin, c'est ma vision, ne sont pas spécialement formés à gérer des équipes à distance. Donc, c'est vraiment la difficulté première que je vois. C'est-à-dire garder le contact, ne pas être intrusif vis-à-vis des équipes qui elles-mêmes sont en télétravail. Voilà, tout est question d'équilibre et je pense que l'équilibre peut être compliqué à trouver. Merci, Je ne sais merci pas si j'ai beaucoup. répondu à ta question. Mais si, parfaitement. Merci. Je peux juste ajouter quelque chose par rapport Avec plaisir. aux chiffres, au triplement des personnes en télétravail. Effectivement, sur des chaînes de production, il y a beaucoup d'équipes administratives qui ont basculé en télétravail tout en conservant les personnes qui ne pouvaient pas télétravailler. Donc, ça explique pourquoi les chiffres ont augmenté de cette façon. Super, d'accord. Merci pour cette précision. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, Elisabeth nous parlait de bureaux. Vianney vient de nous parler de difficultés à rester en lien. Est-ce que justement, la première action à avoir, à réaliser, est-ce que justement, Elisabeth, ce ne serait pas, tu en parlais tout à l'heure, déjà d'être bien dans son bureau, d'être bien chez soi. Qu'est-ce que c'est justement d'être, au point de vue ergonomie, hein, bien sûr, des petites règles toutes simples. Comment on fait ça? Comment on s'attarde là-dessus? Qu'est-ce que l'on réalise pour être bien? Déjà, c'est être bien, le ressentir soi, parce qu'on n'est pas égaux devant le bien et le confort et le bien-être. Déjà, quelqu'un qui a une organisation de travail n'est pas forcément la même que quelqu'un d'autre. Donc, chacun doit trouver son propre confort. Mais effectivement, il y a en même temps des préconisations. Je laisse la parole à Laurent, qui est un expert sur ces précos, parler et prendre la main. Effectivement, je pense qu'il y a quand même des choses à mettre en place pour justement éviter l'inconfort et à terme des troubles musculo-squelettiques si on ne respecte pas en fait certaines règles. Donc Laurent, à toi, je te laisse la main. Je vais juste intervenir un tout petit peu et après en effet à Laurent avec bonheur. Qu'est-ce que vous avez constaté tous les deux aujourd'hui? Comment ça se passe dans les maisons? Et après, en effet, on va aller d'ailleurs tout doucement vers la suite du programme et Laurent nous ouvrira la porte. Alors, qu'est-ce que déjà vous avez constaté aujourd'hui? Parce que finalement, on l'a mis en urgence pour certains. On l'a mis en urgence, ce télétravail. Le souci, c'est que ça a été brutal et du coup, toute la famille a dû travailler. Donc, et être enfermé dans un appartement, alors les personnes ont eu la chance peut-être d'avoir des grands espaces. Les personnes qui ont un grand espace ont un espace de travail dédié, mais tout le monde n'a pas cette chance-là et de devoir justement travailler avec son conjoint et en même temps s'occuper de ses enfants, ça a été une grosse contrainte, une grande contrainte. Ça a été une forte contrainte, ouais, oui, tout à fait. Oui.
effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas, enfin, qu'on a expérimenté par urgence. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était quelque chose d'important. Justement. Alors, Laurent, bah justement, Voilà, vas-y. merci Euh, Elisabeth. plusieurs choses à aborder en fait, parce que quand on parle d'ergonomie du poste, on parle de conditions de travail d'une façon générale et ça intègre la situation dont parlait Vianney tout à l'heure, le management, comment est-ce que le manager va, euh, va gérer son équipe à distance pour éviter l'isolement, pour éviter euh, une différence ou une contrainte liée à la vie professionnelle par rapport à la vie personnelle. Alors ça, c'est un point, on va dire, plus psychosocial de ce qui s'est passé, notamment pendant ces confinements et cette obligation de télétravail. Et puis, il y a le point purement matériel, ce que disait Elisabeth, qui est que effectivement, on est arrivé au mois de mars avec un arrêt brutal du déplacement vers l'entreprise pour travailler de la maison. Et là, il a fallu s'arranger avec le tabouret, avec le bout de table, avec l'ordinateur portable qu'on avait sur le canapé, qu'on amenait dans le lit avec nous pour faire nos mails et à des heures qui n'étaient pas nécessairement tout à fait en adéquation avec les horaires habituels, etc., etc. Et ça a généré, et on l'a constaté après dans les services de santé au travail, ça a généré une augmentation assez significative des plaintes qui concernaient les troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'était vraiment en fin de premier confinement, c'est ce qui est apparu vers les médecins du travail, ce sont des plaintes liées aux troubles musculo-squelettiques. Alors, pour les non-avertis, et Laurent d'ailleurs, hein, à tout moment, hein, mon co-animateur, tu co-animes, hein, t'hésites pas. Aucun souci, simplement tu mènes très bien la chose, donc je reste en éveil, il n'y a aucun souci. Tu n'hésites pas. Je trouve passionnant tout ce qui se dit. Merci à nos super intervenants. Alors Laurent, justement, pour les gens qui ne sont pas informés, qu'est-ce que c'est qu'un trouble musculo-squelettique? Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, un trouble musculo-squelettique, c'est, comment définir? Ça va être une situation de tension musculaire, articulaire, qu'on va avoir, que la personne va ressentir à un moment, dont elle ne connaît pas nécessairement l'origine. Tu pourrais nous donner un petit exemple? Un Oui. exemple. Oui, je travaille sur mon canapé pendant 8 heures. Et quand on travaille sur le canapé pendant 8 heures, il y a des moments où on va peut-être s'avancer, on va peut-être se reculer pour se mettre en confort contre le dossier. Mais bien souvent, on va trouver il y a des photos qui ont circulé pendant ces derniers mois là, sur Internet avec des personnes sur leur canapé et l'ordinateur portable sur la table de salon. Alors, imaginez la position qu'on a dans ces cas-là, c'est qu'on est plutôt penché vers l'avant, avec une flexion au niveau du dos et le bas du dos au niveau des lombaires. On a les bras qui sont peut-être un peu tirés ou peut-être les épaules remontées. Enfin bref, on n'est vraiment pas dans des conditions de travail qui sont adaptées. Alors si cette position-là, ça va pour aller chercher un billet de train ou une semaine de vacances le soir en rentrant du bureau, faire ça 8 heures par jour, c'est extrêmement contraignant pour le dos, pour les épaules, pour les cervicales, etc. Et c'est ça qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques. C'est les incidences de ces tensions qui sont maintenues qui peuvent être maintenues pendant très longtemps, ou alors des tensions qui sont liées à un choc traumatique, mais ça c'est autre chose. Mais dans le cas vous voyez, hein, Laurent, il nous dit bien, attention, prêtez attention à votre dos. Alors après, vous verrez, Laurent, il a des super conseils, vraiment au top. Mais ça viendra un peu plus tard. Si vous continuez, vous allez voir. Vous allez découvrir plein de choses. Merci beaucoup, Laurent. Je t'en prie, il n'y a pas que le dos. Hein, c'est non, et c'est bien là. Les troubles musculo-squelettiques concernent plutôt le haut du corps, c'est-à-dire le dos, effectivement, et les membres supérieurs.
Merci Laurent. Alors du coup, on va revenir vers Audrey parce qu'on voit qu'en effet, finalement, ça a quelques impacts quand même, ce télétravail et finalement sur beaucoup de secteurs. Audrey, juridiquement, qu'est-ce que tu pourrais, et voilà, moi, je repense toujours à ce chef d'entreprise, cet entrepreneur qui d'un seul coup doit mettre en place le télétravail, qui est bien conscient que voilà, il ne peut pas être derrière chacun. Je repense à Vianney tout à l'heure qui nous dit niveau management, voilà, il faut des liens, il faut des choses. Qu'est-ce que juridiquement, on va passer petit à petit vers demain, on va essayer de trouver aujourd'hui, voilà, on a identifié les impacts. Comment faire pour apporter des réponses, apporter des axes? Qu'est-ce qui a été mis en place, Audrey, pour l'aider cet entrepreneur ou ce manager ou ce salarié? Parce qu'à la limite, voilà, tout le monde peut aller vers l'information. Alors, à toi. Alors, vaste sujet de ce qui peut être… Des petites bribes. Ouais. Alors, bon, je vais commencer par ta dernière question. Qu'est-ce que l'entrepreneur peut trouver? C'est vrai que le télétravail étant le sujet d'actualité, notre ministère du Travail, le premier, a mis en place un certain nombre d'outils qui peuvent être en première lecture tout à fait intéressants d'étudier. Voilà, il y a pas mal de guides qui sont à destination des entrepreneurs, des managers, des salariés, et on sent toute l'importance qui est donnée à cette thématique dans tous les dispositifs qui sont mis en place. Très récemment, il y a une ligne d'écoute qui a été mise en place aussi au niveau national pour lutter contre l'isolement. Donc on voit bien qu'effectivement tout le monde sent dans les plus hautes instances qu'il y a un réel besoin d'accompagner tout le monde. Alors l'entrepreneur, lui, en tant que chef d'entreprise, il va être soumis comme pour tout autre sujet à effectivement, alors moi je n'aime pas le dire comme ça parce que ça fait un peu peur, mais c'est quand même une réalité, à tout un tas d'obligations auxquelles il va devoir répondre, y compris en situation de télétravail. Et pour certaines, effectivement, des obligations qui ne sont pas forcément évidentes à gérer dès lors que le salarié n'est pas présent dans l'entreprise, mais il est à son domicile ou en espace de coworking. Néanmoins, l'entrepreneur, il ne doit pas oublier qu'il reste le chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise, il porte cette responsabilité d'adapter les conditions de travail et de fournir des conditions de travail qui soient bonnes et qui ne détruisent pas la santé physique ou mentale de son salarié. C'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité renforcée qui pèse sur les chefs d'entreprise. Le maître mot en matière de télétravail, ça va être l'accord. Il va faire de toute manière, par principe, en dehors du confinement et d'une situation d'urgence, le télétravail nécessite l'accord des deux parties, c'est-à-dire du chef d'entreprise et du salarié. Il ne peut pas être imposé par l'une des parties à l'autre. Le chef d'entreprise, hors confinement, hors période exceptionnelle telle qu'on l'a vécue, ne peut pas imposer unilatéralement à son salarié de passer en télétravail, même un jour par semaine. L'inverse est vrai aussi. Un salarié ne peut pas décider du jour au lendemain unilatéralement, tiens, moi en fait, mon job administratif de commercial du lundi, je peux très bien le faire de chez moi, je vais le faire de chez moi. Ça doit passer par la voie d'un accord, un accord entendu au sens large du terme, dans le sens où ça peut être effectivement un accord d'entreprise. Donc voilà, un accord d'entreprise stricto sensu au sens juridique du terme, mais ça peut également être une charte, notamment si on n'a pas de délégués syndicaux avec qui négocier un accord. Mais ça peut également être un consentement avec le salarié en individuel. Et accord qui, dans ce cas-là, prend toute forme que l'on souhaite. Alors, la juriste en moi va vous conseiller de formaliser ça par le biais d'un avenant au contrat de travail parce que c'est ce qui laisse une preuve et qui laisse une trace. Mais dans l'absolu, les textes ne vous obligent pas à formaliser ça par la voie d'un avenant. On peut passer en télétravail après un échange de courrier, après un accord oral même, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est un accord, et un accord des parties sur le principe du télétravail, mais aussi sur la mise en œuvre de ce télétravail. Tout le monde n'a pas la même approche au télétravail. Alors,
Bien évidemment, pas toutes les fonctions, on en a parlé précédemment. Toute fonction n'est pas télétravaillable, toute fonction n'est pas télétravaillable de la même manière, à la même amplitude, mais toute personne ne va pas se situer par rapport au télétravail de la même manière. À isofonction, on ne va pas avoir les mêmes réactions, et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez avoir des réactions très opposées de salariés qui vont vous dire ah ben moi je veux télétravailler tout le temps, ou d'autres je ne veux plus télétravailler, parce que ça c'est quelque chose de très personnel, et le chef d'entreprise doit faire cet effort je dirais d'individualisation et de réflexion autour de chacun de ses salariés pour mettre en place quelque chose qui soit acceptable et qui, comme le disaient Laurent et Elisabeth, ne va pas créer de risque pour le salarié, que ce soit à court terme ou à plus long terme. Voilà. D'accord, merci. Alors justement, tu vois, tu parles de risque. Merci Audrey. Tu parles de risque, tu parles de… Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que tu as identifié des risques particuliers juridiques suite à ce télétravail? Là, est-ce qu'il y a eu des choses particulièrement… Alors, pour rebondir sur l'exemple que citait Laurent tout à l'heure, l'augmentation des venues en médecine du travail qui portent des troubles, des débuts de troubles musculo-squelettiques, c'est déjà un premier indicateur et pour un chef d'entreprise, une première alerte. Qui dit trouble musculo-squelettique, derrière peut dire pathologie. Alors, mes collègues ergonomes l'expliqueraient beaucoup mieux que moi, mais des pathologies à un instant T ou sur le plus long terme. Autrement dit, si j'emploie accident de travail ou maladie professionnelle. Très récemment, et ça a beaucoup circulé dans les médias, l'accord national interprofessionnel a été signé au niveau national. Cet accord national rappelle que la présomption d'imputabilité demeure avec le télétravail. Quesaco, ça veut dire qu'un salarié qui se blesse chez lui, alors qu'il travaille, qu'il télétravaille, par définition, par principe, et sauf à ce que l'employeur apporte la preuve contraire, on va considérer que cet accident est un accident du travail. Donc là, il y a effectivement un premier risque que l'employeur doit couvrir. Mais si on va plus loin, développement de maladies professionnelles, c'est un risque aussi. Derrière, ça signifie pour l'employeur, eh bien effectivement, de l'absentéisme qui peut se faire, qu'il soit court ou récurrent de courte durée. Ça peut amener donc à des déclarations de maladies professionnelles, des éléments qui sont à traiter. Donc là, si je me place purement du point de vue de l'employeur, et in fine, toute atteinte ou tout non-respect plutôt à l'obligation qui pèse sur l'employeur de sécurité vis-à-vis de ses salariés peut déboucher sur des problèmes. Alors, problème, ça veut dire contentieux ou… Alors, pour être plus précis, comme j'ai demandé tout à l'heure à Laurent, c'est-à-dire contentieux? Ça peut être de l'amende, ça peut être de la prison, ça peut être quoi? Qu'est-ce qui peut être comme conséquence pour cet entrepreneur qui n'a pas vu venir, ou qui n'a pas fait, ou qui n'a pas pu. Enfin bon, qu'est-ce que ça peut être? Alors oui, ça peut être… alors, la réponse va être au départ un peu floue. Ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend du fait qui va survenir, la qualification qu'il va y avoir au niveau juridique, qui va correspondre à soit une contravention, qui dans le code pénal est donc réprimée par une amende, soit à quelque chose de plus grave qu'on appelle un délit, qui peut effectivement déboucher sur des peines de prison. Alors, bien évidemment, on ne va pas non plus faire à tout le monde. Bien sûr. Mais il faut prévenir que guérir. L'adage est important. Mais voilà. Effectivement, mais parce que le risque le plus grand est un risque humain. Voilà, on parle beaucoup de risque juridique, mais avant toute chose, c'est un risque humain. En tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise qui gère sa boîte comme un bon père de famille, on n'a pas pour objectif que nos salariés se fassent mal en venant travailler. Voilà. Entièrement d'accord. Si je peux me permettre… Avec plaisir. Ce que j'aime bien dire, en fait, c'est que dans les conditions de travail, quand on cherche à les améliorer, l'objectif, c'est que les salariés soient mieux dans leur activité. Si les salariés sont mieux dans leur activité, l'entreprise est plus productive et donc tout le monde avance dans le même sens. Donc, au-delà de l'aspect juridique, il y a un aspect économique de l'entreprise et humain pour tous. Une entreprise qui fonctionne bien, c'est un chef d'entreprise et des responsables qui sont sereins. Ce sont des salariés qui sont confiants dans l'avenir de l'entreprise. Bref, tout le monde va dans le bon sens. C'est du gagnant-gagnant. Exactement. Et ouais, effectivement, si l'approche au départ, elle est d'échange et partenarial, il y a toutes les chances
qu'on en arrive à cet équilibre-là et à ce partenariat, je dirais, gagnant-gagnant. Alors, vas-y, Vianney, à toi. Pour Merci. rebondir ce que disait Audrey et surtout Laurent à la fin, le fait que les salariés soient bien et que donc qu'ils soient plus productifs, je pense que le télétravail rend productif, mais la question c'est ne rend-il pas trop productif, dans le sens où est-ce que on ne se retrouve pas avec l'extrême inverse de l'absentéisme ou des arrêts de travail, avec un présentéisme exagéré, entre guillemets, de certains salariés ou managers ou même dirigeants, mais pour les indépendants, c'est une situation à part, mais je parle pour les salariés qui se sentent obligés d'être connectés, entre guillemets, de 8h30 le matin à 19h, alors qu'ils sont sur un contrat qui fait 35 heures. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as rencontré en tant que manager? Tout à fait, oui. Ouais. Alors, rencontrer au niveau des salariés que tu as encadrés, mais peut-être rencontrer aussi toi de ta propre expérience. Oui, dans des expériences qui étaient plutôt du pilotage, c'est-à-dire des contacts avec beaucoup d'équipes en transverse, j'ai constaté effectivement qu'il y avait cette tendance pour certains, par exemple, à envoyer un mail à 20h le soir pour montrer à son manager ou à son directeur qu'il est encore là. Enfin, est-ce que ça peut pas être un risque également? Bien sûr, je pense. Ouais, pardon, vas-y, Laurent. Je te laisse la parole tout de suite après, Audrey. Non, vas-y, je t'en prie. Alors tout à l'heure, je cherchais le mot dans ma présentation, mais on est dans la notion de l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Et effectivement, cette notion de droit à la déconnexion, qui est un texte dont va pouvoir peut-être nous parler Audrey, qui est un texte qui a été rédigé et qui est en cours, et qui demande aux entreprises de ne pas contacter leurs salariés après certaines heures de travail. Mais là, je laisse la parole à Audrey. Elisabeth, vas-y, je t'en prie, oui. L'accord le prévoit en fait, un certain l'accord interprofessionnel justement prévoit ce droit à la déconnexion et en même temps à ce que les plages horaires de travail soient respectées. Donc je te laisse Audrey, c'est juste que c'est prévu vraiment dans l'accord. Oui, c'est vraiment quelque chose qui en effet existe déjà et a déjà, vas-y Audrey, a déjà fait ses preuves. Vas-y Audrey. Non, mais en synthèse de tout ce qui a été dit, c'est un sujet et ça fait partie effectivement d'un des risques majeurs et qu'on a beaucoup vu pendant le confinement, ce déséquilibre qui peut survenir entre la vie pro et la vie perso et ce besoin, comme tu disais Vianney, de montrer qu'on est présent et du coup d'avoir une amplitude horaire comme pour un peu s'excuser d'être en télétravail. Alors ça, c'est sans doute lié à notre culture française, qui n'est pas tout à fait à l'aise avec la notion de télétravail. On n'est quand même pas un des pays qui soient les plus moteurs dans la mise en œuvre de ce mode d'organisation. Finalement, on a un rapport au contrôle et à la présence en entreprise qui est assez particulier. Et c'est effectivement quelque chose contre lequel il faut se prémunir. Et en période de confinement, moi j'ai pu le voir dans les entreprises que j'ai accompagnées, c'est un risque dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas du tout mesuré et où on se rend compte que finalement, effectivement, les salariés dévient. Les horaires de travail ne sont plus contrôlés. Or, il y a effectivement une obligation de l'employeur de gérer la durée du travail de ses salariés, de respecter tout un tas de dispositions sur la durée du travail, en matière de durée du travail, qui bien évidemment s'appliquent toujours quand on est en situation de télétravail. Le repos quotidien, les durées de repos, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires, l'amplitude horaire maximale sont des choses qui s'appliquent. Si l'employeur ne se donne pas les moyens de le faire respecter, c'est lui qu'on va venir trouver. Et il ne s'agira pas pour lui de dire « Ah bah oui, mais je suis désolée, mais moi, j'ai un manager, il a l'habitude de se reconnecter et d'envoyer les mails à ses salariés quand il a fini de manger ou qu'il a fini son film, et il envoie ses mails à 23h le soir ou à minuit, parce qu'en plus, il est insomniaque, donc lui, ça l'arrange. »
Non, ça n'est pas une excuse. Et effectivement, l'ANI reparle de droit à la déconnexion et c'est quand même quelque chose voilà, qui doit être mis au cœur des débats. Et je pense que c'est une des thématiques qu'il faut développer dans le cadre de l'accord qu'on met en place dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on se donne comme moyen de faire respecter ce droit? Elles ne sont pas rares, les entreprises qui ont mis en place des systèmes d'un point de vue purement informatique. Vianney, je pense que tu pourras rebondir là-dessus, pour bloquer l'envoi et la réception de mails de telle heure à telle heure. Comme ça, quelles que soient les habitudes propres à chacun des salariés, on s'assure que le droit à la déconnexion, il est respecté pour tout le monde. Et au niveau, donc, pour en revenir au risque que le chef d'entreprise porte, il réduit son risque de cette manière-là, de ne pas se voir rattrapé par la patrouille d'un non-respect, notamment des règles en matière de durée du travail, ou plus largement, et là je pense que mes collègues ergonomes rebondiront également, aller dans un mode d'organisation du travail qui serait générateur de stress et de dégradation de la santé mentale. Alors là, tu viens de dire en effet plusieurs choses intéressantes. Et moi, il y en a une tout particulièrement que j'ai écrite. C'est qu'est-ce que l'on se donne comme moyen de faire pour respecter voilà, ce droit à la déconnexion, ce droit finalement au bien vivre, au bien télétravailler. Donc, tout doucement, là, en effet, on va vers qu'est-ce qui serait bien de faire? Dans un monde idéal, si on s'en donnait au moins 2, 3, allez, 4, 5%, quels sont les bons moyens pour bien télétravailler? Alors, qui veut commencer en premier? Qui veut s'exprimer en premier? Parce qu'Audrey a ouvert les champs. À toi, Laurent, avec plaisir. À toi, Elisabeth. À vous deux. Moi, je parlerai de confiance, en fait. Merci, Elisabeth. Je parlerai de confiance, de communication entre le management et puis les opérateurs, parce que, ou les personnes, les salariés derrière leur écran, dans leur espace de travail qui n'est pas dans l'entreprise. Je pense que ça qu'il soit manager, salarié, entrepreneur, vraiment l'être quoi, dans son entreprise. Voilà, c'est l'organisation du travail et peut-être justement développer cette communication et cette confiance en fait. Voilà, je pense que c'est quelque chose à initier, quelque chose à développer. C'est la marge de manœuvre également pour le salarié dans son espace de travail qui n'est pas habituel, qui a bougé, qui est contraint. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait s'amorcer, quelque chose qui pourrait être quelque chose, déjà une amorce. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Je pense que oui, effectivement, la question de la confiance, elle est fondamentale. On ne peut pas travailler à distance sans confiance. Et je pense que pour mettre en place cette confiance, les personnes, les individus ont besoin de s'appuyer sur quelque chose de concret. Et c'est tout l'intérêt de la charte, de l'accord de l'accord sur le télétravail. C'est de dire, ben voilà, tel poste est télétravaillable. Il est travaillable, il est télétravaillable et on va définir des horaires qui sont de temps, de telle heure à telle heure, etc., etc. C'est de fixer un cadre sur lequel tout le monde chacun va pouvoir s'appuyer. Alors, ce sont des éléments qu'on va établir pour tracer le cadre du télétravail. Et puis après, il va falloir voir ce qu'on fait pour limiter les risques de difficultés, de contraintes, que ce soit des contraintes liées à un facteur ergonomique, de matériel, d'organisation, que ce soit des facteurs liés au management, à la difficulté du management, etc., etc. Et puis après, ces contraintes, on va peut-être pouvoir les intégrer dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de façon à ce que chacun puisse apporter ses éléments pour construire cette notion de cette prévention. Et cette prévention d'une façon que je veux donner au sens large du terme. Et quand je parle de chacun, ça veut dire que la construction de l'accord du télétravail se fait
normalement avec les partenaires sociaux, la charte aussi. Le DUER se fait également avec des représentants de salariés. Donc, c'est tout un ensemble qui va permettre, c'est l'ensemble des personnes de l'entreprise ou leurs délégués qui va permettre de mettre en place une structure, une base saine pour créer une nouvelle organisation, parce que là, on est dans quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entreprises, c'est le télétravail. C'est le télétravail, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et c'est vrai que mettre en place un télétravail 5 jours par semaine, pour moi, c'est une aberration, parce qu'on enlève du lien social, on ne crée plus de lien social. Et s'il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de communication. Enfin, la communication est fortement altérée et il y a beaucoup moins d'efficacité. Bon, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces éléments. Merci beaucoup, Laurent. Alors, juste une précision, tu as dit DUER. Il y a peut-être des non-initiés. Qu'est-ce que c'est qu'un DUER, même si tu l'as dit peu de temps avant? Alors, le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est un document que l'entreprise doit réaliser pour tracer, pour évaluer tous les risques qu'il y a dans l'entreprise. Alors, ça va être des risques chimiques, ça peut être des risques sur les postes de travail, ça va être des risques pour les risques routiers, par exemple. Mais en fait, tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise peut générer un risque. Et ce qui est demandé là, c'est de lister ces risques et les moyens de s'en prémunir. Les moyens qui sont déjà en place, bien sûr, parce qu'il y en a dans les entreprises, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, il y a peut-être moyen de faire mieux. Et ben, c'est ce peut-être moyen de faire mieux qu'on va aller rechercher et pour améliorer la prévention dans l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, je termine. Vas-y. De télétravail et bien entendu à évaluer en termes de risque. Bien entendu. Merci, super. Alors justement, pour résumer ce que tu as dit, qui est aussi très intéressant et en complément à Audrey, puis après on va aller voir, on va aller visiter Vianney. Donc le petit 1, c'est mettre en place la charte, l'accord, comme le disait très bien Audrey, vraiment mettre en place ces accords, fixer un cadre en fait, tout simplement, autant prévenir que guérir. Donc le cadre, petit 1, puis petit 2, limiter les risques, mais vraiment de façon large, aller voir qu'est-ce qui se passe, se rendre compte, donc au niveau ergonomie, au niveau manager, au niveau management, pardon, au niveau matériel, au niveau organisation, et puis tant d'autres, parce que finalement, voilà, autant viser large pour vraiment limiter les risques au maximum. Et puis petit 3, entre autres, rédiger, écrire ce document unique qui est vraiment une obligation légale. Donc aujourd'hui, elle a toujours eu énormément de valeur, mais d'autant plus aujourd'hui, on réappuie vraiment là-dessus. Et c'est ce que disait aussi tout à fait Audrey. Donc on parlait de quels sont les moyens que l'on peut se donner pour faire respecter. Donc voilà, pour l'ergonomie et pour Audrey, pour la partie juridique. Et toi, Vianney, en tant que manager, alors, juste une petite chose, Laurent, si tu veux intervenir, t'interviens. À aucun moment, tu n'hésites. Je prends quelques notes pour essayer de faire une synthèse tout à la fin. Magistral. Merci. Alors, à toi, Vianney. Alors, donc, quels sont les moyens que l'on se donne au niveau management pour faire respecter et pour simplifier, parce qu'on imagine bien, le premier écho, c'est le manager qui l'a de cette souffrance, si tant est qu'elle soit dite. Toi, en tant que manager, ton micro. Merci. Merci. Le télétravail est complexe dans le sens où chacun aura son environnement de travail, aura ses modes de fonctionnement, ses habitudes qu'il va devoir réadapter, c'est-à-dire ne plus prendre les transports en commun, c'est un gain de temps, mais peut-être que travailler à domicile, comme l'expliquait Elisabeth ou Laurent, je crois, quand on n'a pas l'espace dédié,
ça peut provoquer des tensions autres que musculaires, qui peuvent aussi être des tensions de type quand je suis au téléphone avec mon client, il y a mon chien qui aboie, il y a mon chat qui aboie. Et ça, ce sont tant de petites choses chez les gens qui travaillent qui rajoutent de la pression dans le cadre du travail. Donc, en termes de manager, il y a la confiance dont on a parlé déjà, mais il y a également peut-être apprendre ou se renseigner sans être trop intrusif sur comment son équipe ou les membres de son équipe sont installés chez eux, s'ils ont tout ce qu'il faut à disposition. Et je pense que l'éducation, la sensibilisation de la part des managers vis-à-vis de leurs équipes est vraiment le premier point. Dans un second temps, il y a aussi ce que j'appelle le présentéisme, c'est-à-dire être présent à tout prix, plus que d'habitude. Je pense qu'il faut être vigilant aussi. Je pense que les managers ont parlé des accords et de tout ce qui était indiqué quant au droit à la déconnexion. Cependant, je pense que les managers manquent potentiellement de sensibilisation pour eux sur la déconnexion, et ça leur permettrait de sensibiliser leurs équipes. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais oui. C'est pas grave. Donc tu parlais en effet. Pour un manager, bien faire respecter les coupures. Les coupures, c'est-à-dire quand c'est la fin de la journée, c'est la fin de la journée. Un petit appel ou un petit... parce qu'il y a la visio, il y a le téléphone, mais il y a aussi tout ce qui est messagerie. Je pense à Microsoft Teams, ou ça peut être d'autres outils, où effectivement, les équipes, les salariés peuvent avoir l'impression d'être surveillés à travers ces outils-là, qui sont des outils qui, dans le cadre d'un télétravail, permettent aux managers de voir la disponibilité ou l'indisponibilité des équipes. Donc voilà, tout est question d'équilibre, tout est question de confiance, mais également de sensibilisation, je pense. Merci beaucoup, Vianney. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, Stéphanie. Il y a un mot qui vient d'utiliser Vianney qui est très, très important, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le besoin de l'entreprise, les capacités des opérateurs à répondre à cette nécessité de l'activité. Et voilà, je voulais simplement relever ce terme qui me paraît vraiment fondamental. Laurent. Merci beaucoup, Laurent. À toi, Laurent Roger, tu voulais te permets-toi, mais on va t'entendre. Voilà. Non, ce que je commençais à dire, mais ça va dans le sens de l'intervention de Laurent, c'est que Vianney, à plusieurs reprises en tant que manager, tu es revenu sur cette notion de présentéisme, d'hyper-présentéisme, on pourrait presque dire. Quels seraient les risques? Ça a été évoqué un petit peu par les différents intervenants, mais quels seraient les risques concrètement? Justement, alors je ne sais pas si c'est plus Vianney ou Laurent ou les ergonomes ou même Audrey qui peut intervenir là-dessus. Même chacun d'entre vous, après tout. Hein. Sur ce qui n'a pas, absolument, sur ce qui n'a pas été réellement nommé, mais qu'on appelle globalement les risques psychosociaux. Où, on a parlé pas mal des troubles musculo-squelettiques, hein, ce qui est tout à fait important. Et qu'en est-il justement, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que tu fais ce lien, le Vianney, ou peut-être les autres intervenants, entre ce présentéisme et les risques psychosociaux? Alors, quand je parlais pour les managers de s'intéresser un peu au contexte de travail, pas uniquement le poste de travail, mais l'environnement, je prenais effectivement en compte ça. Et pour répondre à ta question, le présentéisme peut apporter le déséquilibre justement entre la vie pro et la vie perso. Et ça peut répondre effectivement à certains risques psychosociaux qui peuvent être la solitude. Enfin, dans le cadre du confinement, j'imagine, après je n'ai pas les sources, mais que beaucoup de personnes se sont retrouvées chez eux tout seuls, sûrement dans des appartements plutôt exigus, à travailler uniquement. Et donc, ils ont remplacé en fait le lien social par le travail, donc ce qui a provoqué le déséquilibre et éventuellement qui a pu amener à des risques psychosociaux
dont Laurent et Elisabeth pourront parler, je pense. Oui, je crois qu'elle est, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Vianney, effectivement, il y a eu on a eu, sorti de premier confinement, des mises en valeur de compensation de l'isolement par une surcharge de travail, mais aussi par de l'alcoolisme, par des prises de drogue, une augmentation, semble-t-il, assez significative de ces palliatifs qui, voilà, pour combattre cet isolement. C'était assez marqué. Donc, en effet, hein, d'où l'importance vraiment de mettre en place ces chartes, ces accords, d'aller voir des personnes c'est le métier des RH, des ergonomes, pour pouvoir se renseigner déjà en amont, savoir ce qui est bon à réaliser dans sa propre entreprise, si on est entrepreneur, dans sa propre équipe, si on est manager, ou tout simplement pour soi, parce qu'avant tout, on est des êtres dans cette entreprise. Il me semble important de préciser qu'une entreprise tourne, une entreprise marche bien, une entreprise est rentable si les salariés dans cette entreprise, ils vivent bien. Ils vivent bien en télétravail, ils vivent bien dans leurs locaux, mais voilà, Laurent ne l'a pas dit, Laurent Medioni ne l'a pas dit là, mais c'est vraiment son sacerdoce, c'est si la communication est fluide, si vraiment le fluide place bien entre toutes ces personnes, eh bien l'entreprise va beaucoup plus loin, on fidélise, on a des ailes en fait, hein, tout simplement. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, ce vers quoi on souhaite vous ouvrir. D'ailleurs, c'est ce pourquoi nous, c'est ensemble, ouvrons les possibles, parce qu'on est toujours plus forts tous ensemble. Oui. Je rajoute je pense que c'est important de savoir, de connaître le travail en fait, de s'intéresser à l'organisation déjà en tant que telle dans l'entreprise et pour pouvoir justement l'exporter entre guillemets dans un autre contexte. Donc, je pense que c'est ce que également préconise l'accord sur interprofessionnel, c'est étudier l'organisation de ce travail qui se fait déjà dans l'entreprise pour pouvoir l'exporter dans un autre milieu, dans un autre contexte, pour justement y apporter des améliorations. Donc, je pense que déjà, l'étude, l'analyse de l'organisation du travail en tant que telle peut donner déjà des clés pour pouvoir l'améliorer ailleurs. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce rajout. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est s'intéresser au travail déjà en tant que tel. Entièrement d'accord. Je vais compléter ce que dit Elisabeth, effectivement, et ça, c'est tout le travail de l'ergonome. Hein, mais c'est ce que nous faisons quand, par exemple, une entreprise veut emménager dans de nouveaux locaux. On étudie l'activité dans les anciens pour anticiper ce qui va se passer dans les locaux. Et l'idée, c'est de garder ce qui est bien dans ce qui se passe aujourd'hui et d'améliorer ce qui peut l'être pour que demain, l'ensemble soit encore mieux. Et le télétravail va complètement dans ce sens. C'est une nouvelle organisation qui se met en place. Donc, à partir du moment où on a un passif avec ce qui s'est passé depuis les dernières années dans l'entreprise, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, et ça, c'est complètement normal. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'améliorer les choses qui sont un peu moins bien quand on change d'organisation. Voilà. Et c'est tout le travail de l'analyse de l'activité, la terminologie très propre à l'ergonome. Bravo. Merci. Alors et toi, si je peux, oui. En fait, pour compléter ce que disait Laurent, je partage tout à fait, et dans le prolongement de ce que tu disais, si on cherche le côté positif à tout ce qui nous arrive, ce confinement qui nous est tombé dessus, double, nous donne quand même une formidable opportunité de faire un retour d'expérience, mais concret. Il ne s'agit plus d'être dans l'abstraction de ce que serait le télétravail si on le mettait en place, etc. Il a fallu y aller. Et donc, pour beaucoup des gens, des participants aujourd'hui à cette table ronde, des auditeurs, c'est le cas. L'expérience a été faite. Elle a été parfois douloureuse,
parfois très bonne, mais toujours avec, voilà, elle a été concrète et elle donne la possibilité justement de se poser sur ce qui s'est fait concrètement et de se dire, bon alors, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et du coup, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et je trouve que c'est assez formidable parce que ça permet de partir de quelque chose vraiment d'existant et pas seulement de se projeter dans une abstraction. La machine, elle est en marche, on est dedans, on est déjà dans le train et il n'est pas trop tard pour reconsidérer ce qui doit être reconsidéré. Voilà, mais sur la base d'expériences qui sont concrètes, de retours d'expérience concrets des salariés qu'il faut absolument prendre en considération. Et je reprends ce que tu disais, Laurent, aussi, en remettant, si ça n'a pas été fait du fait de la situation extraordinaire, le dialogue social au cœur de la mise en place de cette organisation. C'est la clé. Dialogue social entendu au sens large, c'est-à-dire bien évidemment les représentants du personnel comme vecteur essentiel de dialogue social, mais si c'est entendu en sens large, c'est aussi les remontées d'informations de toute personne appartenant à l'entreprise, qu'il soit salarié, voilà, parmi tout salarié, manager. Et les managers ont un rôle essentiel à jouer, je pense, de mise en place pérenne et optimisée de cette révolution, parce qu'on peut employer le mot, mais de cette révolution qu'est le télétravail, parce que ça révolutionne, oui, le mode de travail, mais surtout les modes de pensée de chacun des humains qui constituent l'entreprise. J'ai terminé. Merci, merci beaucoup pour ce complément. Est-ce que toi, Yannette, tu souhaites aussi ajouter quelque chose? Ah, Elisabeth, oui. Il y a quelque chose qui me vient en fait avec cette énergie que tu viens de mettre dans ce que tu disais, Audrey, je suis tout à fait d'accord. Autant justement à chaud, mettre autour de la table tous les acteurs de l'entreprise pour justement discuter justement du télétravail de façon positive pour faire améliorer et avancer les choses. Mais tous les acteurs en fait. Voilà. Y compris les partenaires externes que sont les médecins du travail en premier lieu, je dirais, et qui ont aussi des apports tout à fait essentiels sur cette thématique-là. Tout à fait. Alors, je vais me permettre de rajouter quelque chose. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous contacter avec grand bonheur. Ce que l'on fait là, eh bien, c'est aussi des actions vers lesquelles on peut aller vers vous et puis voilà, vous faire partager de notre professionnalisme. Eh bien, Vianney, merci mesdames, merci beaucoup. Vianney, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Pas spécialement, c'était très, très riche. C'était vraiment très, très intéressant tout ce qui a été dit là. Moi, pour les télétravailleurs qui nous regardent, je leur dirais qu'une chose, c'est penser à l'équilibre entre votre vie pro, votre vie perso. Pensez également aux pauses café avec les collègues qui ont été supprimés avec le confinement. Il y a beaucoup de moyens de rester en contact avec les collègues, peut-être en utilisant des applications de type WhatsApp, Telegram. Telegram permet de faire des salons vocaux, de créer des salons vocaux. Donc, lorsque vous levez de votre poste de travail et que vous allez vous faire un café, avant, communiquer à votre collègue, à vous ou votre collègue que vous allez prendre un café, activez le chat vocal et vous pouvez faire comme avant le confinement. Merci pour cette jolie clé. Eh bien, si vous voulez bien, je vais passer la main à Laurent parce qu'il a identifié, noté, sans aucun doute, plein de choses parce que c'était une vraie mine d'informations et un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. À toi, Laurent. Merci.
Merci, ça va être un petit peu brouillon parce que j'ai attrapé au vol. Eh ben, ce sera parfait. Voilà. Ce J'ai sera attrapé au vivant. vol un certain nombre de choses. La première chose que je constate, du coup, je me suis mis un petit peu en retrait volontairement pour avoir justement ce rôle un petit peu plus d'observateur, parce que moi, j'ai qu'un seul cerveau, donc enfin, j'en ai deux Et il est hémisphères. parfaitement bien fait. Mais surtout, voilà, je focalise mon attention sur qu'une chose à la fois. Donc, je ne pouvais pas être à la fois sur l'animation et sur la volonté de synthèse. Je me suis orienté plus vers cette deuxième solution, puisque tu as mené le débat parfaitement. Donc là, moi, la première chose que j'ai notée en tant qu'observateur un peu extérieur, c'est que la persistance et le développement du télétravail n'est plus une question. Ça semble une évidence à l'avenir. À aucun moment, on ne s'est posé la question. Volontairement, je ne l'ai pas posée, mais tellement c'est une évidence. Ça n'est pas une évidence uniquement dans cette table ronde, c'est une évidence en fait dans tous les médias qu'on peut entendre, que ce soit des médias Internet ou des médias dits mainstream. Ça, c'est le premier élément. Donc, vraiment une évolution ou une révolution, si je reprends le terme qu'Audrey a employé tout à l'heure. La deuxième chose que j'ai pu noter de ce qui a été dit, c'est que les difficultés rencontrées en 2020 peuvent être perçues et saisies comme une opportunité de ce que j'appellerais de dépoussiérer certains fonctionnements de l'entreprise, dans l'entreprise. Et alors, dans ces fonctionnements, j'ai noté particulièrement davantage de confiance entre tous les échelons de l'entreprise, c'est-à-dire entre la direction et les salariés, mais aussi en passant par les managers, vraiment tous les échelons de l'entreprise. Et que cette confiance soit formalisée par des documents concrets qui cadrent le fonctionnement du télétravail, mais qui cadrent le nouveau fonctionnement des entreprises, puisque on a pu entendre, pas forcément ici, mais dans les médias, que le monde d'avant, on ne le retrouvera pas. OK, alors qu'est-ce qu'on en fait pour l'avenir? Quel monde on veut pour l'avenir? Donc, cadrer ça, effectivement, hein, le 2020, ça a été une sorte de chantier forcé pour ces évolutions ou ces révolutions. Comment en 2021 on arrive à cadrer et à structurer davantage les choses. Ça a été tout l'objet de vos interventions, bien entendu. Donc formaliser ça par des documents concrets, des accords, des chartes, contrats de travail, etc. J'ai noté également permettre davantage de marge de manœuvre pour les salariés. Effectivement, la distance permet et peut-être impose d'une certaine façon que le salarié ait davantage de marge de manœuvre. Encore une fois, on ne peut fonctionner qu'en généralité parce que ça dépend tellement des secteurs d'activité, des métiers, etc. et des angles de vue entre l'ergonomie, le juridique, le manager, c'est forcément, ou la direction d'entreprise, c'est forcément des angles de vue différents. On ne peut pas être spécifique, puis de toute façon, là, on est dans une conclusion. Également, limiter les contraintes et les difficultés que peuvent rencontrer chaque échelon de l'entreprise, parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés rencontrées par les salariés, ce qui est tout à fait normal, c'est la majorité des personnes qui travaillent, mais également des managers, hein, notamment Vianney qui a parlé de ces difficultés, mais aussi beaucoup des difficultés des salariés. Donc, contraintes et difficultés, arriver à les limiter, à les réduire dans l'environnement des salariés et des managers et de la direction, dans l'organisation de l'entreprise, et en passant par de la co-construction de solutions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu beaucoup à la fois dans la bouche de chacun, hein, de Laurent et d'Audrey notamment, la co-construction de solutions nouvelles avec la direction, les managers, les salariés, les CSE, les comités socio-économiques, avec cette importance de remettre le dialogue social au centre de la reconstruction du fonctionnement de l'entreprise. Et puis, donc tout ça, de formaliser tout ça aussi, le cas échéant, dans un document, le document unique d'évaluation des risques. C'est un document qui peut aider. Et moi, je me permets de rajouter qu'en fait, tout ça, ça m'a renvoyé à la RSE, à la responsabilité sociale des entreprises ou la responsabilité sociétale des entreprises, selon comme on le dit, puisque c'est quelque chose qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, et une petite vingtaine, et qui se propose justement de
permettre et d'inciter fortement, de plus en plus fortement, l'entreprise à être un acteur, certes économique, puisque c'est sa vocation première, mais aussi un acteur social et un acteur environnemental. Donc, tout ce qui a été dit là, moi, me renvoie effectivement à la RSE et peut-être que ce qu'on a vécu au cours de cette année 2020, qui a été vraiment une sorte de tremblement de terre économique et social, ça peut nous permettre de remettre un peu l'église au milieu du village, l'église ou autre chose, hein, ça n'a rien de religieux quand je dis ça, la mairie au milieu du village, et de revenir à davantage de concertation et de percevoir la responsabilité sociale des entreprises non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité de faire fonctionner mieux l'entreprise à tous les niveaux, y compris, comme le disait Laurent tout à l'heure, au niveau de sa productivité. Je dirais juste une dernière chose, si vous me permettez. Du coup, je n'ai pas parlé, mais là, je tiens un peu le micro. Vas-y, c'est super, il est à toi. Je ne voudrais pas lasser non plus les personnes qui peuvent nous suivre. Donc, bien entendu, ces évolutions, elles vont trouver leur source dans des cadres juridiques, des cadres législatifs à différents niveaux. Ça peut être au niveau européen, national, au niveau des branches professionnelles, au niveau de l'entreprise elle-même. Mais je pense qu'au-delà de tous ces échelons, les évolutions, elles vont être effectivement portées si l'entreprise elle-même est proactive dans ces évolutions. Et donc, que des évolutions qui seront générées par les acteurs de l'entreprise eux-mêmes seront beaucoup mieux acceptées, beaucoup plus fluides, pour reprendre un terme que tu as employé. Donc vraiment, j'ai envie, moi, d'inciter en conclusion les entreprises à prendre ça en main avec tout un tas d'acteurs qui peuvent les accompagner. Au premier titre, le ministère du Travail qui a été cité par Audrey, mais également tout un tas d'autres acteurs qui peuvent les accompagner. Je pense à l'assurance maladie, par exemple, qui propose un certain nombre de choses, et puis des professionnels de l'accompagnement, comme ceux que nous avons accueillis aujourd'hui. Voilà, je m'en tiendrai là. Eh ben, merci beaucoup, Laurent. Et oui, c'était utile. Et non, je suis sûre que tu n'as fatigué personne parce que tu nous as ouvert vers d'autres portes, vers d'autres choses. Et oui, en effet, c'est une conclusion, comme tu dis, mais finalement, cette conclusion, elle se continue encore. Et c'est là aussi, je voulais intervenir sur les webinaires parce qu'il va y avoir des webinaires, des professionnels que vous avez entendus dans notre table ronde. Et ce sera comme ça tous les mois. Bon, peut-être qu'on s'offrira des vacances comme de temps en temps, hein. Mais ce sera comme ça tous les mois parce que notre but, voilà, c'est d'être vraiment là auprès de vous. Et d'ailleurs, tellement auprès de vous que lors de la prochaine table ronde, nous aurons un invité. Je sais déjà qui c'est, mais je ne vous dirai pas parce qu'elle nous a demandé d'intervenir. Et donc, eh bien, sur les prochains webinaires, grâce à la super idée d'Elisabeth, eh bien, nous aurons toujours un invité. Ou alors, sinon, nous ferons peut-être des petites surprises. Alors, ce que vous a pas dit Laurent non plus, c'est un petit cachotier, mais Laurent est un grand, il a testé, il a merveilleusement bien testé des masterminds. Et vous verrez un peu plus tard, vous en découvrir aussi un peu plus. Ben, moi, je souhaitais vraiment vous remercier. J'ai du mal à vous quitter. Et je pense que, ben voilà, on a tous passé un bon moment. On espère que pour vous, c'est le cas aussi. On aura encore plein de choses à vous dire. Il y a Vianney qui reprend la main. Alors, je te la laisse, mon compagnon et mon associé. Ah oui, si. Et pour vous remercier, Elisabeth, Audrey, Stéphanie, Laurent et Laurent. Merci beaucoup pour cette table ronde qui était très enrichissante. Et comme l'a dit Stéphanie, on va se retrouver régulièrement et j'en suis ravi. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Et on a parlé de fluidité et quand Laurent a fait sa synthèse et à la fin, il a parlé effectivement de cette fluidité. C'est ce que l'on a retrouvé, enfin c'est ce que moi j'ai retrouvé dans notre échange aujourd'hui et qui était vraiment très, très agréable. Et c'est aussi cette fluidité, et je tiens à préciser quelque chose, et je reviens un petit peu en arrière, parce que je reviens sur une petite... On n'arrive pas à lâcher la main, on n'arrive pas à vous lâcher.
Parce que la fluidité dans la communication, elle vaut des dirigeants vers les salariés, mais aussi des salariés vers les dirigeants. Et je m'explique. Hier, j'avais un appel d'un salarié qui me disait je suis à la maison, je suis considéré comme vulnérable, je travaille sur vulnérable, c'est-à-dire qu'ils sont à gros risque Covid. Et donc, je travaille sur un tabouret et je voudrais une chaise. Je lui dis, mais vous avez demandé à votre responsable d'avoir une chaise? Et c'était, non, je n'ai pas demandé. Je dis, avant de passer par un autre biais, essayez de contacter votre responsable, de lui demander cette chaise. Et c'est ça que j'appelle cette fluidité dans la communication. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez basiques, qui peuvent être faites directement, sans intermédiaire, et qui seraient intéressantes de mettre en œuvre. Voilà, je m'en tiens là, mais ça me paraissait assez important quant à cette fluidité de communication. Merci Laurent. Merci beaucoup Laurent. Merci. Et puis je vais le laisser finalement le mot de la fin. La fluidité, ça me semble être le meilleur, le plus beau mot de la fin. Donc je vais vous dire à très bientôt pour nos webinaires et pour la prochaine table ronde. Et d'ailleurs, on vous mettra à la suite voilà, tous les thèmes que l'on va aborder. À très bientôt et vous aurez 1000 surprises. Merci encore, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire au revoir.